Monsieur le préfet, monsieur le directeur d'Action Cœur de Ville, merci de nous accorder un peu de votre temps pour cette audition. C'est vrai qu'Action Cœur de Ville est vraiment un beau programme gouvernemental et on s'en félicite et vous le menez de main de maître. Merci beaucoup parce que je pense que nos cœurs de ville en ont besoin et ce que vous faites est extraordinaire. Peut-être Constant, alors peut-être en 2 mots, représentez-nous le programme que tout le monde connaît et puis on attaque, Constant vous posera la première question. C'est à qui de parler là? J'ai pas entendu. Alors peut-être à vous, peut-être donner peut-être en quelques mots. Oui, faire un point de situation, bien volontiers. Oui, en quelques mots. Monsieur le directeur, cher Pierre, très heureux d'abord et vous remercie de votre invitation pour l'événement que vous organisez, ce printemps du numérique, hein, comme vous l'avez appelé, et avec la mobilisation de votre association et de vos adhérents sur les enjeux du commerce en général et du commerce du centre-ville en particulier, dont vous êtes bien sûr une association militante au bon sens du terme. Et donc ça rejoint les enjeux du programme national Action Cœur de Ville. Le programme national Action Cœur de Ville, il a 2 finalités, je dirais, assez simples dans leur énoncé. Un, c'est consolider l'attractivité et le développement de ce qu'on appelle les villes moyennes, mais les villes moyennes qui exercent, non pas, c'est pas une définition géographique, mais c'est la définition, elle est sur le rôle de centralité irremplaçable qu'un certain nombre de villes dites moyennes, juste en dessous des grandes agglomérations et métropoles, exercent pour l'ensemble de leur territoire. Donc ça, il y a 222 villes en France métropolitaine et d'outre-mer, et ça part de Chinon, un peu moins de 9000 habitants, à Limoges, 135 000. Mais donc c'est bien le critère de quelles sont les fonctions irremplaçables de centralité qu'exercent un certain nombre de villes en France. Et donc, ce sont ces villes-là dont on souhaite, par ce grand plan public et parapublic, consolider le développement et l'attractivité. Et puis, le deuxième élément, le deuxième objectif, qui est en même temps parallèle, mais qui est bien sûr complémentaire, c'est de dire qu'on va consolider l'attractivité et le développement de ces villes, de ce territoire, en investissant prioritairement dans la revitalisation des centres-villes, qui avait, et ce n'est pas d'ailleurs une difficulté qui n'existe que dans les villes moyennes, c'est un problème général, à la fois en France, mais aussi dans beaucoup de pays européens, qui était de dire que pendant des décennies, on a peut-être laissé un peu trop, je dirais, dépérir ou se dégrader le centre-ville en termes de logement, en termes de commerce, en termes d'accessibilité, d'équipement public, et qu'il convient tout d'abord et prioritairement d'investir dans ces cœurs de ville, rénover les logements, avoir des meilleurs commerces, et en tout cas les sauvegarder, mettre fin à l'anarchie commerciale périphérique, lutter contre l'étalement urbain qui isole et concevoir, je dirais, des nouvelles formes de densité qui permettent à la fois d'accueillir plus d'habitants en ville, notamment dans la ville principale, mais dans des conditions, je dirais, d'urbanisme qui doivent être celles du XXIe siècle, où les habitants peuvent trouver de l'espace, de la lumière, de la nature et un cadre de vie agréable. C'est la raison pour laquelle, sondage après sondage, enquête après enquête, et nous allons nous-mêmes en sortir 2 prochainement, et sans parler de celle de Centre-Ville en Mouvement, avec laquelle nous sommes très heureux d'être partenaires et qui sortira à l'automne, que nos compatriotes plébiscitent en tout cas ces villes à taille humaine, ces villes du quart d'heure où on trouve à la fois, on peut aller bosser, faire ses courses, se divertir et tout ça dans un cadre de vie plus épanouissant. Voilà en tout cas les objectifs d'Action Cœur de Ville. Donc la question des commerces est bien sûr une question essentielle, à la fois pour doper les commerces de centre-ville, mais ça c'est une politique générale et j'aurai l'occasion d'y revenir car ce ne sont pas que des mesures pour le commerce, mais il n'y aura pas de commerce s'il n'y a pas d'habitants, il n'y aura pas de commerce s'il n'y a pas d'accessibilité, de stationnement, de mobilité, il n'y aura pas de commerce si l'espace public laisse à désirer ou si on ne peut pas s'y promener ou si on ne peut pas s'y divertir dans les équipements culturels et sportifs. Donc c'est une politique globale
qui vise bien sûr à redynamiser les commerces, mais aussi grâce notamment à l'outil des opérations de revitalisation de territoire dont la quasi-totalité des villes Action Cœur de Ville sont aujourd'hui dotées, c'est donner aux élus et aux préfets la main pour une meilleure régulation de l'urbanisme commercial, en clair, favoriser les implantations d'enseignes moyennes ou importantes, si nécessaire, en ville, et éventuellement dissuader l'implantation de nouvelles, je dirais, implantations commerciales massives en périphérie, si celle-ci était de nature à briser l'opération de revitalisation commerciale en cours. Et il y a déjà eu 3 exemples en France, à Blois, à Saint-Dié-des-Vosges et plus récemment à Montargis pour un grand projet de près de 20 000 m², où le préfet a suspendu juridiquement l'instruction du dossier pendant 3 ans, voire un peu plus, pour dire en quelque sorte ce projet est une menace pour le commerce de centre-ville. Il ne s'agit pas de dire que tout projet périphérique est une menace, mais certains projets, par leur dimension ou leurs caractéristiques, sont une menace. Et donc, ça permet d'avoir une approche très cohérente de ces sujets, car on ne peut pas à la fois engager beaucoup d'argent public et privé pour revitaliser les commerces de centre-ville, si dans le même temps, on continuait de manière non régulée, si j'ose dire, à développer des zones périphériques qui, dont vous savez, le grand enjeu de la décennie à venir, c'est non seulement la revitalisation des cœurs de ville, mais ce sera probablement la requalification, voire la reconversion d'un certain nombre de zones périphériques, notamment commerciales. Et enfin, je termine par là, c'est un grand chantier aussi, mais qui dépasse Action Cœur de Ville, mais qui est dans sa cohérence, je dirais, auquel il faudra s'atteler, c'est que nos entrées de ville et d'agglomération ont été quand même enlaidies. Hein, j'ai suffisamment de seniorité, si j'ose dire, pour me rappeler, quand j'étais plus jeune, les émissions de Michel Péricard à la télévision qui s'appelaient La France défigurée. Mais je pense que pauvre Michel Péricard, s'il revenait aujourd'hui, je pense qu'il aurait encore beaucoup de reportages à faire. Et on voit bien qu'avec les évolutions aussi des comportements des consommateurs, c'est le numérique, mais c'est aussi du retour du centre-ville. Donc on a un peu ces 2 évolutions en parallèle. Toute cette boîte à chaussures qui ont été des machines à cash pendant des décennies et qui ont quand même sérieusement, avec leur forme urbaine relativement frustre, leur drapeau et leur artificialisation de nos entrées de ville, ont quand même non seulement massacré le paysage, mais on a de plus en plus de friches commerciales dont il faut s'occuper. Donc vous voyez bien que quand on parle de commerce de centre-ville, il y a bien sûr des mesures spécifiques très importantes, mais ça ne peut que s'inscrire dans une stratégie globale, à la fois urbaine, dans le centre-ville, dans la ville principale, en périphérie, bien au-delà, naturellement, des simples enjeux commerciaux. Les acteurs du commerce, d'ailleurs, commencent à comprendre qu'on est dans un changement de paradigme, mais il faut aussi qu'ils s'adaptent. Merci beaucoup, c'est très très intéressant et je pense que quand on y pense, vous avez vraiment tout compris. Hein. C'est vrai que le centre-ville ça ne veut pas dire qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. est une véritable alchimie et c'est vrai que c'est bien que l'État s'occupe de façon en regardant un peu en haut par rapport au centre-ville, une vue globale du centre-ville, ça me paraît très important. Et je rajouterais juste une petite chose par rapport aux entrées de ville. Je pense que c'est vraiment un désastre écologiste aussi. Voilà, peut-être Constant, je vous laisse poser la première question, monsieur le préfet. Oui, bonjour à tous, bonjour monsieur le préfet, tout le monde m'entend bien? Oui, très bien. Donc, une première question, hein, donc on a pu le voir ces derniers mois, le numérique s'est véritablement développé, notamment sur notre territoire et dans divers domaines, que ce soit le commerce, qu'on a pu le voir aussi au sein de notre centre-ville. Comment vous, en tant que directeur d'Action Cœur de Ville, quel type de soutien, vous pouvez nous parler concernant Action Cœur de Ville et vos 222 villes sur ce sujet du numérique? Alors, d'une manière générale, je dirais le numérique fait partie, je dirais, des actions qui sont menées dans beaucoup de collectivités, Action Cœur de Ville, et
on peut les soutenir de différentes façons, quand ce sont soit des équipements, soit des installations, soit de la formation. Donc, en tout cas, je vais par exemple la semaine prochaine à Carpentras, et où Carpentras, en attendant de faire une gare du numérique, ça s'appelle une grande gare numérique parce que c'est une gare désaffectée pour faire court, et il va y avoir une sorte un peu de cluster, enfin d'incubateur, où à partir de quelques entrepreneurs, il y a toute une série d'entreprises, de créateurs qui sont venus, qui sont en train de s'agréger. Et en attendant cette création, il y a eu une rue du numérique qui s'est créée de facto parce qu'il y avait des commerces vacants, et qu'à partir d'une installation, enfin en tout cas d'un créateur, d'une start-up sur ce sujet, un certain nombre d'autres entreprises ou de créateurs, d'entrepreneurs dans le domaine du numérique, dans tous les domaines du numérique, je dirais, ont loué, avec bien sûr l'aide de la municipalité, un certain nombre de cellules commerciales vacantes, et ce qui fait qu'aujourd'hui, mais je la visiterai la semaine prochaine, il y a toute une rue du centre-ville qu'ils ont un peu baptisée de facto la rue du numérique. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres opérations, je pense à la fois avec le soutien soit de l'État par les mesures du plan de relance ou par la Banque des territoires, avec notamment le cofinancement de la création de plateformes numériques, le recrutement de managers du commerce, et d'où la partie, l'enjeu numérique, bien sûr, dans ces fonctions est très, très importante. La restructuration foncière des cellules commerciales, on s'éloigne un peu du sujet, mais pas tant que ça, puisque la Banque des territoires a un objectif qui a été fixé au titre d'Action Cœur de Ville de restructurer 6000 cellules commerciales pour qu'elles soient beaucoup mieux adaptées, bien sûr, aux aspirations et aux besoins des opérateurs commerciaux d'aujourd'hui. Et la NCT va gérer un fonds de 60 millions pour compenser les déficits d'opérations, puisque généralement, ces opérations foncières, dans un marché immobilier détendu, ne trouvent pas un équilibre économique spontané. Et puis je voyais, par exemple, à Niort, Niort Tech, à Brive-la-Gaillarde, c'est Brive Accélère avec une série de mesures. Enfin, je dirais qu'il y en a partout. Là, et puis, dans le cadre des mesures d'urgence, on est encore un peu dans ce cadre. On espère maintenant que, bien sûr, que le déconfinement progressif, notamment des activités commerciales, est engagé. Mais pendant plus d'un an, et en tout cas, beaucoup d'entre elles ont été fermées. Et on voit que les communes ont aidé les opérateurs commerciaux eux-mêmes, soit individuellement, soit commerciants, soit individuellement, soit collectivement, à mettre en place des structures. Donc, c'était bien sûr des plateformes locales, c'était des click and collect locaux. Vous avez même des mairies qui ont mis à disposition des commerçants dont les cellules commerciales étaient trop petites, un local partagé où vous pouviez, par le clic, bien sûr, commander au commerçant local, mais vous alliez le récupérer à un autre endroit puisque la cellule commerciale n'était pas adaptée pour ce type, etc. La valorisation des produits locaux, des circuits courts, des marchés. Au niveau des restaurateurs, écoute, mon frère est restaurateur à Lyon, la maison Vinmanzi, pour pas la citer. Et bon, son restaurant est quasiment fermé depuis presque un an, sauf la période de l'été dernier. Et avec un collègue ici au centre de Lyon, dans un bouchon lyonnais traditionnel, ils ont fait du click and collect, en tout cas du service à la demande. Mais vous voyez, c'est le numérique, et je pense que c'est une conviction un peu personnelle que je souhaitais vous partager, le numérique ne peut pas remplacer le contact physique. Et bien, je vois mon frère avec son autre collègue cuisinier, ils reçoivent les commandes, alors certaines de visu, mais la plupart par le net, mais ils vont livrer eux-mêmes chez les clients pour avoir le contact. Alors bien sûr, c'est une cuisine plutôt élaborée, mais pour avoir le contact avec les clients et conserver le contact. Et je pense que les clients sont très, très heureux de recevoir pas ça par un livreur anonyme, mais par le chef cuisinier qui a préparé les petits plats, si j'ose dire. Et donc, je crois qu'il faudrait se garder de l'idée que le numérique remplacera tout. Et en tout cas, je pense que ce serait une erreur stratégique. Le numérique doit aider les commerces physiques, ou les commerces de services, ou les artisans, les producteurs, à mieux faire connaître
leur savoir-faire, leur production, leurs produits, à faire un service après-vente beaucoup plus consistant, à élargir leur gamme d'offres, puisque, à la limite, leur magasin deviendrait un showroom, mais il n'y a pas forcément toutes les couleurs ou toutes les tailles. Et donc, le numérique doit être un complément, mais de mon point de vue, certainement pas une substitution. Dans ton cas, oui, il y a des centaines d'actions qui ont été menées et qui aident à la numérisation individuelle ou collective, mais toujours en partant des commerces locaux et des circuits courts. Votre regard, pour bien préciser les choses, c'est le numérique est un super outil de communication et quoi qu'il en soit, il faut que ce soit complémentaire à la vente, mais le côté physique reste le plus important. Exactement. En fin de compte, ça élargit le fonds de commerce. Ça permet d'avoir, de toucher d'autres publics qui peut-être n'auraient pas forcément accès. Maintenant, nous nous sommes tous habitués les uns les autres à recevoir sur nos smartphones ou sur notre adresse mail les plats de la semaine que fait tel restaurant à côté de chez nous, dont on n'allait pas forcément. Et quand vous discutez avec beaucoup, enfin, j'en discute avec quelques-uns, pas avec tous, ou en tout cas avec les représentants de cette profession, ils vous disent que pour beaucoup d'entre eux, ils ont hâte de réouvrir, bien sûr, leur restaurant, leur terrasse, etc., mais que pour beaucoup d'entre eux, ils continueront d'une manière ou d'une autre cette nouvelle activité grâce au numérique, mais qui ne va pas donc se substituer à l'activité ancienne, mais qui va probablement la compléter et peut-être leur donner plus de chiffre d'affaires et plus de marge, parce que voilà, c'est une sorte de nouvelle forme de commerce qui vient compléter l'autre. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'il ne faudrait pas faire... on a vraiment... il y a une urgence à numériser l'ensemble des commerces. Et c'est en cours par toutes les mesures à la fois gouvernementales, locales, etc., etc. Et Action Cœur de Ville, en tout cas, et ses partenaires financiers, dont la Banque des Territoires au premier chef, y contribuent spécifiquement sur cet aspect. Mais en tout cas, je pense que si on avait l'idée que le numérique va tout renverser, je pense qu'on ferait une erreur stratégique, et en tout cas, ce serait un désastre pour nos centres-villes. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que on a aussi des différences de fiscalité entre, je dirais, comme on dit dans le jargon, des pure players numériques qui ne payent aucun impôt national et local. On a des enjeux en termes de logistique urbaine, parce que le centre-ville, ça doit être un lieu un peu festif et un peu agréable où on vient faire ses courses, sortir au restaurant, aller au théâtre ou au cinéma, ou pratiquer du sport, enfin bref, ou se balader simplement pour voir le patrimoine, le cadre de ville de nos territoires. Mais si ça devient un grand dépotoir logistique avec toutes ces livraisons incontrôlées, la logistique urbaine, en tout cas, elle est sérieusement secouée par l'ubérisation de nos commerces, si j'ose dire. Et donc, moi, j'aimerais bien que non seulement on intègre, bien sûr, dans notre aménagement urbain cet enjeu, mais que ceux, ou en tout cas les très grandes plateformes qui sont comment dire, qui sont un peu extraterritoriales, doivent contribuer aussi à la compensation des dépenses de logistique urbaine. Prenons par exemple tous les déchets d'emballage, etc., les livraisons, souvent une sorte un peu de Far West qui est parfois dans nos centres de nos villes. Et donc, je pense qu'il est important aussi que les pure players, je ne parle pas du commerce local naturellement, qui lui plein pot ses impôts, mais que les pure players extraterritoriaux contribuent à la compensation, je dirais, des dépenses supplémentaires qu'ils entraînent. Juste une dernière question sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que la crise sanitaire qu'on vit depuis 1 an et demi a accéléré les choses par rapport à la numérisation des centres-villes? Et la deuxième question, c'est vrai que l'État met énormément d'argent, comme vous le disiez, les collectivités, les régions, les villes, etc.
Voilà, quel est le bon équilibre et est-ce qu'il y a quand même une différence avec des commerçants en tranche d'âge de commerçants ou par métier? Je ne sais pas, je n'ai pas ce type d'informations techniques à vous donner. Oui, la crise, elle ne crée pas le sujet, mais elle l'amplifie et elle l'accélère. Et donc, il ne faut pas oublier que le commerce physique est quand même un des premiers employeurs en France, hein, toute catégorie de commerce confondue. Et que donc l'enjeu économique et social, il est considérable, indépendamment aussi de la vitalité, de la convivialité de nos centres-villes, de l'inclusion que le centre commercial à ciel ouvert que sont les commerces de centre-ville crée, bien sûr, dans une agglomération, etc., etc. Donc, en tout cas, il y a un phénomène d'accélération par la crise. Nous avons aujourd'hui, bien sûr, avec les mesures massives de soutien du gouvernement, les commerces, restaurants, etc., arrivent à tenir. Mais quelle sera la situation au moment où les activités reprendront normalement? Et donc, on peut craindre qu'un certain nombre de commerces ou d'activités artisanales souffrent énormément pour la reprise. En plus, les conditions de la reprise vont être aussi progressives, c'est-à-dire qu'on ne va pas du jour au lendemain pouvoir tout rouvrir avec les mêmes jauges que précédemment. Donc on a aussi toute une période de transition qui va être extrêmement délicate et le gouvernement a déjà annoncé qu'il serait vigilant, bien sûr, à accompagner cette transition. Mais je dirais que si on arrive à s'en sortir collectivement, et en tout cas toutes ces mesures, à la fois nationales, locales, visent à cet objectif, peut-être qu'on aura moins de commerce, mais qu'on aura mieux de commerce. Et que ce qui devait être éventuellement une restructuration dans les 10 ans qui viennent, avec des cellules plus grandes, plus numérisées, plus accueillantes, une qualité de service, parce qu'il peut y avoir éventuellement un prix légèrement supérieur, mais s'il y a une qualité de service, de conseil, de service après-vente, de recyclage, de reconfiguration. Donc on voit bien qu'on est aussi de circuits courts. Peut-être que de toute chose, malheur est bon, et que peut-être cette mutation qui serait peut-être intervenue dans les 10 prochaines années, elle devra se faire, ce qui est vertigineux, dans l'année qui suit. Et dans l'année qui vient, elle a déjà fortement commencé. Donc c'est vrai que les commerçants, quelle que soit leur taille, y compris les grands centres commerciaux, sont soumis aujourd'hui à des tensions très fortes, puisque bien sûr, la crise, les changements de comportement des consommateurs, les nouvelles exigences des consommateurs en termes de qualité, de traçabilité, de localisme dans un certain nombre de cas. Et il faudra aussi que tous ensemble, consommateurs, pouvoirs publics, acteurs économiques, nous ayons aussi un sens de la responsabilité, qui est que naturellement, toutes les formes de commerce sont parfaitement légitimes, elles doivent se développer, mais elles doivent se développer de manière harmonieuse, de manière équitable entre les différentes catégories de commerce, et que nous tous, en tant que citoyens engagés dans notre pays, nous ayons à cœur aussi de préserver nos savoir-faire, nos commerçants, nos artisans, qui sont quand même la fierté de notre art de vivre. Et donc, voilà, en limite, vous pouvez mettre toutes les mesures publiques ou privées, aussi importantes soient-elles, c'est aussi une part de responsabilité de chacun d'entre nous, bien sûr, en tout cas, sans refuser le progrès, bien entendu, mais je dirais d'être un acte citoyen. Et d'ailleurs, cher Pierre, dans votre dernier baromètre sur les centres-villes et le commerce, il y avait bien cette idée que consommer en centre-ville est un acte citoyen. Et il faut qu'en contrepartie, nos commerçants soient ouverts, soient aidés, soient peut-être de meilleure qualité et qu'ils apportent une valeur ajoutée qu'on ne trouvera jamais sur d'autres formes de commerce, je dirais pure player. Et dans ce sens, et votre initiative est tout à fait légitime et justifiée, le numérique doit être au service de cet art de vivre commercial que nous aimons tous. Merci beaucoup. Et pour le baromètre, on peut considérer que c'est quelque chose maintenant qu'on fait ensemble
Et je tiens à remercier Action Cœur de Ville parce que vous prenez aussi un risque. Vous avez un panel, vous financez un panel de personnes en plus du panel que nous avons représentatif des Français pour voir un peu ce qu'apporte l'État, Action Cœur de Ville, ce qu'apporte Action Cœur de Ville à ces villes et le regard des consommateurs. Et c'est vrai que je crois que c'était le CSA qui nous disait qu'ils n'avaient jamais, rarement vu ça. 9 Français sur 10 considèrent que de faire ces courses dans le centre-ville est un acte citoyen, comme vous le disiez. J'aimerais juste, parce que c'est Michel François, hier qu'on avait, Delannoy, qu'on avait en audition, la Banque des Territoires, et qui nous disait, on a mis avec Action Cœur de Ville quelque chose en place au niveau des data. Donc ça, je pense que ça vous tient bien à cœur aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez mis en place? Je préfère que ce soit la Banque des Territoires parce que c'est un dispositif qui leur est propre. Mais il y a quand même l'idée que dans un secteur économique qui est quand même assez parcellisé, je dis ça de manière très diplomatique, où par définition les actions collectives sont souvent pas toujours faciles à mettre en œuvre, puisque bien sûr chaque commerce, chaque artisan a ses propres obligations, son propre agenda, il a aussi des contraintes horaires extrêmement fortes, et donc on est souvent dans une représentation professionnelle qui est un peu émiettée. Mais donc tout ce qui peut contribuer à des actions collectives, parce qu'il y a des intérêts au-delà de la concurrence saine et loyale, il y a bien sûr des intérêts collectifs supérieurs et est intéressant. Donc, c'est le recrutement des managers de commerce cofinancé sur 2 années par la Banque des Territoires. C'est les opérations foncières dont on parlait. C'est aussi que la Banque des Territoires cofinance au profit des collectivités qui le souhaitent une étude un peu de diagnostic de la situation, notamment liée à la crise, pour que les élus, les collectivités aient pleine et entière conscience, je dirais, de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui et telle qu'elle se présentera demain. Et enfin, c'est d'apporter effectivement aux commerçants un certain nombre de données qui leur permettront, je dirais, de mieux se positionner et de mieux se structurer et de mieux s'organiser. Voilà. Alors, je ne connais pas dans le détail, bien sûr, le dispositif en particulier, mais c'est toujours dans cet esprit de mutualiser et d'enrichir auprès des acteurs, soit publics, soit privés, la connaissance de la situation locale et leur donner aussi accès à des éléments comparatifs avec d'autres territoires, d'autres collectivités, de leur donner aussi des éléments sur, bien sûr, le commerce pure player en ligne et qui leur permet aussi de se comparer et de se situer. Bref, c'est effectivement face souvent à des professions qui sont assez isolées, qui sont assez seules, qui sont peu accompagnées finalement, parce qu'ils sont déjà très pris par leur propre activité avec des horaires, etc., où un artisan n'est pas aux 35 heures. En tout cas, c'est probablement 2 fois 35 heures dans la semaine plutôt qu'une fois. Et donc voilà, c'est apporter tous ces éléments à la disposition des acteurs économiques. Et c'est vrai que dans le cadre du plan de relance, déjà la Banque des Territoires est déjà bien sûr très présente sur les enjeux commerce dans le cadre du plan Action Cœur de Ville, et avec le plan de relance et mandaté par le gouvernement, elle a amplifié au profit des villes ACV ces dispositifs d'intervention. Oui, et je trouve que c'est très intéressant les data parce que pour nous, associations d'élus et de parlementaires, c'est vrai qu'on a un regard grâce aux data qui aide, comme nous disait, qui aide à la décision des maires. Parce que on voit d'où viennent les gens, comment ils viennent, où ils travaillent, leur pouvoir d'achat. On a quand même des informations hyper importantes. Je vais prendre, Pierre, un exemple, mais là, c'est dans le cadre de la direction de programme Action Cœur de Ville et de l'ANCT, que nous allons d'ailleurs, au-delà des questions du commerce pur et dur, mais c'est bien sûr le commerce qui est très important,
Nous avons passé un marché public avec, en tout cas, le lauréat sera bientôt sélectionné pour acheter des données de flux entre la périphérie et le centre-ville, enfin entre le centre-ville et bien sûr tout ce qui est périphérique au centre-ville au sein d'une agglomération. Et nous allons mettre ces données gratuitement, donc c'est un marché public important en termes d'ingénierie de la NCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, nous allons mettre ces données gratuitement aux 222 villes. Et bien sûr, on va essayer de les suivre aussi année après année, comme une sorte de baromètre, même si nous n'en tirons pas des conclusions et on fera probablement, comme le baromètre de l'immobilier que nous construisons avec le Conseil supérieur du notariat, on fera probablement quelque chose avec les flux. Je parle plutôt de flux de mobilité, puisque maintenant, vous savez, vous avez des moyens modernes de détecter. On a beau dire qu'on veut être dans sa vie privée, mais maintenant, vous êtes espionné partout avec vos téléphones portables ou tout ce que vous faites, etc. Et donc, l'analyse de ces flux sera très intéressante, et surtout l'analyse dans la durée de ces flux. Parce que, et notamment sur la question, je dirais, de l'attractivité du centre-ville, notamment commerciale, hein, parce que c'est d'abord la première attractivité au sens de flux. Bien sûr, il y a les commerces, les administrations, les équipements, mais enfin le commerce est bien sûr un élément d'attractivité très fort. Le fait de les suivre année après année permettra de voir effectivement si ce centre commercial à ciel ouvert qu'est le centre-ville est de plus en plus attractif ou s'il y a en revanche éventuellement des flux contraires. Et donc voilà l'exemple typique de data que nous allons, au titre de la mission de la NCT d'accompagnement en ingénierie des territoires auprès de 222 villes, que nous allons leur fournir, je pense, cet été ou à la rentrée. Enfin, le marché est en train d'être finalisé. Mais vous voyez, on n'a pas fait ce marché pour uniquement nous avoir des statistiques. C'est qu'on a passé ce marché pour mettre ensuite toutes ces données à la disposition des collectivités. Je prends un autre exemple. Dans le cadre d'un partenariat qui a été signé sous les auspices de la ministre Jacqueline Gourault entre Action Cœur de Ville et Enedis, hein, le distributeur d'électricité, Enedis s'est engagé à mettre toutes ces données à disposition des collectivités, en tout cas ces données retravaillées, pour que les collectivités membres du programme Action Cœur de Ville puissent mieux connaître la cartographie de leur consommation énergétique et ensuite prendre des mesures à la fois directes et indirectes qui vont lui permettre de mieux maîtriser la consommation de ses équipements ou de mieux concevoir dans ses aménagements urbains les enjeux de consommation énergétique. Donc vous voyez bien qu'effectivement, Pierre, vous avez tout à fait raison. Alors non seulement l'accès aux données, mais surtout l'accès à des données travaillées et parlantes, puisque sinon on est submergé de données. En tout cas, des données retravaillées et qui soient utiles à la décision des acteurs publics comme des acteurs privés, on parlait du commerce, est effectivement un enjeu stratégique et qui prouve bien une nouvelle fois que le numérique, lorsqu'il est utilisé de cette manière, est un outil non seulement irremplaçable, mais stratégique pour conduire des politiques publiques ou privées de développement. On est bien toujours dans des stratégies de développement. Donc voilà en tout cas un nouvel exemple de data. Et je suis heureux d'en annoncer la primeur à Centre-Ville en Mouvement, puisque c'est ce marché que nous sommes en train de finaliser. Donc, je ne connais pas encore la société lauréate, mais on a eu quelques sociétés très intéressantes. Il n'avait pas été rendu public, donc grâce à vous, je le rends public à destination des villes concernées. Merci beaucoup. C'est passionnant. C'est vrai qu'il nous reste peu de temps. Donc, je vais laisser Constant poser la dernière question. Et on voit, par rapport à tout ce qu'on a pu dire dans cette audition, c'est que vous nous dites que le numérique est partout. En fait, il est vraiment partout et il est indispensable aussi à nos maires pour les aider si tous ces chiffres sont bien moulinés et présentés correctement, parce qu'il y a trop de chiffres sinon dans le cadre du numérique. Je vous laisse la question, Constant. Alors, Monsieur le Préfet, comment vous voyez nos centres-villes et le monde commerçant de manière plus générale d'ici une petite dizaine d'années, en 2030 ? Écoutez, personne n'a la science infuse, et quand on voit la vitesse avec laquelle les évolutions sont en train d'arriver, je pense qu'il faut être, en tout cas, à la fois très attentif et bien sûr très prudent dans les évolutions qu'on peut dire.
vous savez, comme dans toute crise, il y a à la fois il y a des coups de balancier, vous savez, comme quand vous prenez une tempête sur un voilier, il y a des coups de balancier à droite et à gauche, ou à bâbord ou à tribord, mais il y a un moment où on retrouvera le cap et le bon équilibre. Donc, toute la question est de savoir comment. Deuxièmement, et je pense que les opérateurs ou les grands opérateurs dans le domaine du commerce l'ont bien compris, l'idée de penser le commerce de manière un peu, je dirais, indépendante de tous les autres enjeux de l'aménagement urbain est une idée qui est complètement dépassée. Et ça, c'est pas nouveau, c'est depuis quelques années, mais là, si on n'avait pas compris, je pense qu'on peut le comprendre, et vraiment aujourd'hui, enfin en tout cas s'en apercevoir, et ce qui veut dire que, prenons les zones commerciales, les prochaines ne seront absolument pas celles que nous avons connues dans les 30 dernières années. Elles ont eu leur intérêt, y compris en termes de pouvoir d'achat, etc. Mais aujourd'hui, on en voit bien sûr les limites de ce modèle de zone uniquement spécialisée dans le domaine du commerce. Donc l'aménagement urbain, qui soit celui du centre-ville, comme celui je dirais, de la banlieue ou de la périphérie, mais ce n'est pas des termes péjoratifs dans mon esprit, vont complètement... la philosophie d'aménagement est en train de changer durablement, où on souhaite davantage avoir une mixité de fonctions, une mixité d'usages, et tout ça dans un cadre plus agréable, et avec bien sûr des innovations, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes d'accès à un certain nombre de nouveaux services. Et si je peux me permettre cette expression peut-être un peu grandiloquente, mais je pense qu'elle le défi de cette décennie en termes d'aménagement urbain, et pour prendre l'expression célèbre, c'est en même temps de requalifier les centres-villes et d'en faire un peu des espaces intégrateurs de toutes les fonctions, mais qui profitent à l'ensemble de la population ou des acteurs de l'agglomération. Ce n'est pas uniquement un centre-ville qui serait figé, mais un centre-ville ouvert, mais je dirais dynamique, accueillant, etc. C'est le traitement des entrées de ville et d'agglomération, et c'est la requalification, voire la reconversion, de toute ou partie d'un certain nombre de zones périphériques, pas que commerciales d'ailleurs, voire même dans certains cas, une renaturation. Et dans le cadre de l'enjeu, donc, mais ça suppose de notre part, et c'est là où il y a tout un défi en termes d'aménagement urbain qui est assez considérable, qui est très stimulant, mais est-ce qu'on arrivera à apporter les meilleures réponses? Quand des gens qui habitent en 2e ou 3e couronne parisienne rêvent de vivre dans une ville à taille humaine, ce n'est pas pour retrouver les mêmes logements, la même densité et le même cadre de vie, pas toujours exceptionnel. C'est pour avoir la ville du quart d'heure, c'est pour vivre dans des appartements ou des maisons plus grandes, c'est pour avoir la lumière, c'est pour avoir des balcons ou des terrasses ou des jardins, c'est pour avoir en moins d'un quart d'heure l'accès à la nature, à un parc urbain, à un équipement culturel, etc., etc. Bref, changer un peu la vie. Et donc, je dirais que nos cœurs de ville, puisque c'était votre question, et excusez-moi d'avoir cette digression, mais tout est lié. C'est-à-dire que je considère que notre mission de revitalisation des cœurs de ville, elle est inséparable de repenser la périphérie, notamment la périphérie commerciale, et de trouver un nouvel équilibre, et non pas de dire que tout doit disparaître dans un sens ou dans un autre, parce qu'une grande enseigne de bricolage, on ne va pas la mettre en plein cœur de ville. Donc voilà, il faut retrouver à la fois le sens de l'équilibre, réinventer les commerces de centre-ville et en faire des lieux multifonctionnels beaucoup mieux adaptés aux aspirations contemporaines, développer les services à la personne et à la population, y compris dans le domaine commercial. Et là, autant j'appelais l'attention sur le fait que les pure players extraterritoriaux entraînent des conséquences logistiques urbaines considérables qu'il faudrait davantage prendre en compte, autant le centre-ville peut devenir, je dirais, une plateforme de services, y compris dans le domaine commercial, où, bien sûr, c'est l'épicier du coin qui vous livre, etc., et non pas des gens qui viennent de bout du globe. Et donc,
Je dirais que le centre-ville, à mon avis, sera un lieu beaucoup plus inclusif, en tout cas doit l'être, avec une mixité de générations, une mixité sociale à retrouver, parce qu'aujourd'hui, dans nos villes moyennes, je ne parle pas bien sûr de Paris ou de très grandes métropoles, où on a l'effet inverse. Les classes moyennes, entre guillemets, ceux qui avaient un petit peu d'argent, ont déserté les centres-villes pour avoir un pavillon en périphérie. On le comprend parfaitement, parce qu'ils ne trouvaient pas en centre-ville des logements adaptés. Mais il faut refaire venir aussi bien des familles, des jeunes, des étudiants, des jeunes salariés que des seniors. Il faut qu'on ait une mixité sociale, parce que la ville à la française, et un peu la ville européenne, mais je crois encore plus la ville à la française, ce n'est pas une ville de ghetto, c'est une ville où tout le monde peut vivre dans une certaine harmonie. Et ce n'est pas un truc un peu idyllique, je dis, c'est que nos villes se sont construites sur la mixité des fonctions et des catégories sociales. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des quartiers, etc. Mais globalement, on appartient à la même ville et on partage les mêmes lieux et les mêmes équipements. Ça, c'est la ville à la française, ce sont les centres-villes. Et donc, l'enjeu de reconquête des centres-villes, c'est effectivement de faire venir ou revenir toutes les catégories sociales et toutes les générations, je dirais, et non pas, en clair, inclure et non pas étaler et diviser. Voilà, voilà en tout cas, le vœu qu'on peut formuler. C'est une œuvre de longue haleine, mais je crois que les esprits sont en train de changer et donc il faut que tous ensemble on s'y attelle. J'ai rien à rajouter. C'était parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup de nous avoir donné un peu de votre temps et vraiment votre vision est une vision qui fait chaud au cœur pour l'avenir de nos centres-villes. Merci beaucoup. Merci et puis bonne continuation pour le printemps du numérique en centre-ville.